Donc c'est une présentation un petit peu thématique sur l'effet des couverts intermédiaires d'un point de vue atténuation du changement climatique, et je vais faire un focus sur les aspects stockage carbone des couverts et les effets albédo que j'expliquerai dans un petit moment. D'abord, quand on parle de couverts végétaux, de quoi on parle? Tout le monde n'est pas familier avec cette notion-là. Alors, moi, j'appellerais ça plutôt culture intermédiaire dans le cas de l'exposé. On trouve aussi d'autres appellations comme les couverts intermédiaires, pièges à nitrate. Donc ça, c'est des cultures intermédiaires qui sont implantées souvent à l'automne, durant 2-3 mois, dans un cadre réglementaire pour absorber, pour empêcher l'exiliation de nitrate. On parle aussi de cultures intermédiaires multiservices, qui sont généralement des cultures intermédiaires qui sont maintenues assez longtemps au sol et qui apportent un ensemble de bénéfices que je vais lister par la suite. On parle aussi parfois d'engrais verts, quand c'est composé de légumineuses, pour la fonction apport d'azote au sol, qui sert d'engrais à la culture suivante. Donc tout ça, c'est un petit peu la même chose. Et donc, grosso modo, c'est une culture qui est implantée entre la récolte d'une culture principale et le semis de la culture suivante pendant une période qui est variable. Le plus souvent, c'est à l'automne jusqu'à fin décembre ou au printemps. Et on commence à voir aussi quelques cultures intermédiaires d'été. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elles ont vocation à être restituées au sol, c'est-à-dire enfouies, à la différence d'autres types de couverts qu'on appelle les cives, cultures intermédiaires à valorisation énergétique, qui sont récoltées pour faire de la bioénergie, de la méthanisation par exemple, et à la différence des métayes qui sont récoltées aussi pour nourrir le bétail. Et donc, à quoi servent les couverts intermédiaires? Elles contribuent, elles rendent un certain nombre de services écosystémiques. Elles servent à améliorer, entre autres, la structure du sol, à réduire l'érosion, à maintenir de la biodiversité ou à l'accroître, la biodiversité, à limiter les pertes en nitrate par lessivage et à lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est là-dessus que je vais m'attarder un petit peu plus. Et en plus, c'est beaucoup plus joli dans un paysage qu'un sol nu. Et pour preuve, voilà quelques images de culture intermédiaire, quelques photographies. Alors, il y a une grande diversité de couverts, ce qui rend, je fais le lien avec la présentation de Rémi tout à l'heure, assez difficile le fait de pouvoir faire une classification, une cartographie distinguant les compositions ou les types de couverts intermédiaires. On voit qu'il y a des couverts intermédiaires divers, c'est ceux qui sont avec le nom en bleu, comme la févrole, la facélie. Il y a des mélanges, là-bas, veste-avoine. Ça peut aller, parfois, la composition des couverts, jusqu'à 5-6 espèces mélangées. Et puis, il y a quelques couverts intermédiaires d'été. Là, on a un exemple de mélange de sorgho, tournesol, veste, colza, où c'est l'agriculteur là, qui a pris un peu ce qui lui restait comme semence à la ferme et qui s'en est servi pour couvrir son sol en été. Donc, une grande diversité de couverts. Et donc, d'un point de vue climat, on sait depuis maintenant un petit moment que les cultures intermédiaires ont un effet vraiment sur le stockage de carbone dans le sol, parce qu'on produit de la biomasse, c'est-à-dire contenant du carbone, qu'on enfouit dans le sol. Il y en a évidemment une bonne partie qui va se décomposer et qui va retourner dans l'atmosphère sous forme de CO2, mais il en reste toujours une fraction, à peu près 20%, qui sur le long terme, entre 15 et 20%, qui va rester stocké dans le sol sous forme de matière organique. Et ça permet aussi d'améliorer du coup les bilans gaz à effet de serre, et c'est le principal levier d'atténuation sur terre arable en France, d'après l'étude qu'on a menée en 2019 sur comment stocker du carbone dans les sols français et à quel coût, qui était piloté par INRAE. Donc on voit via des différents types d'études, que ce soit des méta-analyses à partir d'études réalisées sur des placettes agricoles, que les couverts intermédiaires permettent de stocker du carbone avec pas mal de variabilité, des travaux de modélisation qui ont été menés par les collègues d'Agir, qui montrent que ça permet de stocker du carbone et aussi d'améliorer le bilan GES. Donc ça, c'est la différence entre sans couvert et avec couvert. On voit que au fil des ans, on réduit les émissions, enfin le bilan net des gaz à effet de serre. Et puis, il y a d'autres études plus récentes qui ont mis en évidence d'autres effets que peuvent avoir les couverts intermédiaires sur le climat, notamment l'étude de Guardia, des travaux qu'on a menés au CESBio,
qui mettent en évidence que les cultures intermédiaires, elles permettent aussi de réduire les flux de chaleur à la surface parce qu'elles vont pomper de l'eau dans le sol, évapotranspirer. Donc cette énergie qui est utilisée pour l'évapotranspiration, c'est l'énergie qui ne va pas être disponible pour émettre du rayonnement infrarouge ou entraîner des tourbillons d'air chaud. Et donc, ces travaux-là sont beaucoup plus récents sur ce qu'on appelle les effets biogéophysiques des couverts intermédiaires. Et le petit souci, c'est que ces différentes études, elles ont été menées sur des placettes ou des parcelles expérimentales de petite taille, donc souvent dans des conditions un peu idéales, optimales de développement, des essais agronomiques, et donc ça ne donne pas forcément une idée très réaliste, objective, de l'effet de ces couverts intermédiaires sur les aspects atténuation, et en particulier sur les composants de stockage carbone et effet albédo. C'est de ça que je vais parler un petit peu plus maintenant. Alors, Rémi a déjà montré cette diapositive. L'idée, c'était d'illustrer encore une fois. Donc là, on voit les couverts intermédiaires qui se développent en rouge ou rose de manière très hétérogène au sein d'une parcelle. Et donc, on voit bien que si on n'a pas une observation satellite à haute résolution, on ne peut pas objectiver le développement réel de ces couverts et leur impact d'un point de vue stockage carbone, flux de chaleur et effet albédo. Alors, juste pour finir, concernant l'effet albédo, de quoi on parle un principe d'atténuation du changement climatique, on appelle ça les approches SRM, Solar Radiation Management, c'est d'essayer d'augmenter la part de rayonnement solaire qui va être réfléchie par une surface ou par l'atmosphère, là en l'occurrence on parle des surfaces, en modifiant la gestion des surfaces. Donc là en l'occurrence pour les surfaces agricoles, il y a différents moyens d'augmenter l'albédo et donc de réfléchir plus de rayonnement solaire vers l'espace. C'est par exemple en maintenant des pailles à la surface plutôt que du sol nu, ou en mettant en place des couverts intermédiaires qui ont généralement, je dis bien généralement, un albédo plus élevé que celui du sol. Ne vous fiez pas à vos yeux, parce qu'on est un très mauvais capteur pour l'albédo. On voit que dans le visible, et l'albédo s'intègre jusqu'au début du moyen infrarouge. Et dans le proche infrarouge, moyen infrarouge, la végétation réfléchit plus d'énergie que le sol. Donc, l'idée, c'est que la télédétection puisse aider à objectiver l'effet des couverts intermédiaires d'un point de vue stockage carbone. Alors, j'ai pris l'exemple d'un cas d'application très concret, des travaux qu'on est en train de mener au CESPIO, dans le cadre du projet Naturellement Popcorn, en collaboration avec l'entreprise Nataïs, qui est notre leader européen du popcorn, de la production de popcorn, et qui est basé dans le Gers. L'objectif de l'entreprise, c'était d'essayer de favoriser le stockage de carbone via les couverts intermédiaires. Et donc, il y a quelques années, en 2012, ils avaient mis en place, via des enquêtes terrain, un processus de paiement des agriculteurs sur la base de est-ce qu'ils faisaient des couverts ou non. Donc, ils leur versaient une prime. Et donc, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années pour développer une approche que vous a présentée Rémi tout à l'heure, qui consiste à estimer empiriquement, à partir d'un indice issu de Sentinel-2, une biomasse de couvert intermédiaire sur la base de l'indice NDRE, qui permet d'estimer du coup cette biomasse via une approche empirique, d'estimer une quantité de carbone qui va être enfouie dans le sol. Et donc depuis l'année dernière, Nataïs verse une prime aux agriculteurs en fonction de la quantité de biomasse qui est enfouie dans le sol et donc du carbone qui va rester stocké. Et donc ce qu'on met en œuvre petit à petit, c'est notre approche de modélisation qui va permettre, que je vais décrire après, qui va permettre là d'estimer le bilan carbone complet de la parcelle sur l'ensemble de l'année culturale ou d'une rotation de culture, de manière à moduler la prime versée aux agriculteurs en fonction vraiment de leur impact en termes de bilan carbone. Ça s'appuie, donc ces outils de modélisation que je vais décrire maintenant, ils s'appuient sur un outil qu'on a commencé à développer il y a une dizaine d'années qui s'appelle SAFI CO2. C'est un modèle agronomique assez simple comparativement à d'autres modèles développés par l'INRA, nos collègues de l'INRA ou d'autres comme Styx, où l'idée c'est d'utiliser en entrée une carte des cultures, des données climatiques évidemment, éventuellement des cartes de propriété de sol, surtout quand on veut estimer le bilan d'eau du sol, et de faire tourner ce modèle un peu en aveugle pour le faire simuler des indices foliaires, des flux de CO2, des biomasses, des rendements. Et on va comparer en fait ce que simule le modèle avec des cartes dynamiques d'indices de végétation, de LAI pour ceux à qui ça parle,
Pour obliger le modèle à reproduire les points rouges ici, qui sont les observables satellites. Donc, le modèle va être calibré par un processus que je ne décrirai pas aujourd'hui, c'est trop long. On va forcer le modèle en fait, à reproduire cette dynamique observée par satellite, de manière à reproduire de manière objective et plus précise la biomasse produite, mais aussi les flux de CO2 et la dynamique de ces flux. Et on valide ensuite les différentes variables simulées par le modèle avec des stations de mesure qui sont implantées sur le terrain avec un réseau européen qui mesure les flux de CO2, les flux d'eau, les données de biomasse rendement, c'est via des enquêtes agriculteurs, nos propres mesures in situ. Et puis récemment, on a couplé ce modèle à un modèle sol qui est AMG pour pouvoir simuler des cartes de bilan carbone. Et donc, on a besoin de très peu de données d'itinéraire technique et ça permet de produire des cartes des différentes composantes du bilan carbone. Donc ici, les flux de CO2, la quantité de carbone récoltée, et en combinant ces informations-là, on a le bilan carbone. On voit qu'il y a des hétérogénéités ici pour les parcelles de tournesol qui sont très fortes au sein du paysage. Et on peut, par cette approche-là, aussi analyser ce qui se passe pendant la phase d'interculture, donc ici entre un blé et un tournesol, analyser l'impact du développement des couverts intermédiaires ou des adventices ou des repousses spontanées de blé sur les flux de CO2 et donc sur les bilans carbone. Et ça, il y a vraiment que l'approche satellitaire qui permet de voir ça, ce qui se passe pendant ces phases d'interculture et de le prendre en compte. Mais il y a un certain nombre de limites à cette approche, des simulations qui ne prenaient pas en compte l'évolution des différentes poules de matière organique dans le sol. C'est pour ça qu'on vient de coupler notre modèle avec le modèle sol AMG. Une méthode de calibration qui était très lente et pas optimale et qui ne permettait pas de faire des grands ensembles et à haute résolution, seulement limité aux échelles parcellaires. Et pas d'estimation des incertitudes sur nos simulations. D'où le développement de la chaîne AgriCarbonéo que je ne présenterai pas, puisque Ahmad va le faire juste après, et qui permet donc de faire des simulations à haute résolution sur des très grands territoires. Voilà quelques exemples du coup de l'impact des couverts intermédiaires sur les flux de CO2. Ici, une simulation avec et sans couvert avant un maïs popcorn. Et on voit que le couvert permet de fixer plus de CO2. On est plus vert, donc ça fixe plus de CO2 qu'en l'absence d'un couvert. En fait, on ignore, dans le cas de droite, la présence du couvert qui pourrait être perçu via le satellite. Et on analyse les différences entre ces deux simulations pour voir du coup l'impact moyen et la variabilité et la distribution de l'impact des couverts sur le stockage carbone. En combinant ces simulations à haute résolution sur les biomasses de culture, de couverts, et puis les données d'itinéraire technique fournies par l'agriculteur sur une exploitation, et en intégrant tout ça avec le modèle de sol AMG, on peut produire des cartes de bilan carbone à haute résolution et voir ici en vert les parcelles de maïs qui stockent du carbone, mais pas partout. On voit qu'il y a certains endroits au sein des parcelles en orange où on déstocke et des parcelles de blé qui globalement déstockent. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a une vision à haute résolution comme ça des bilans carbone, on peut après mieux définir des plans d'échantillonnage de sol pour pouvoir aller valider ce qu'a prédit le modèle, mais aussi on peut se servir du modèle pour stratifier le plan d'échantillonnage des analyses de sol, ce qui permet d'être plus représentatif de ce qui se passe à l'échelle des parcelles ou de l'exploitation, et aussi de réduire le nombre d'échantillons à prélever. Et donc, on y gagne d'un point de vue coût de mise en œuvre des mesures de validation de stock de carbone dans le sol. Comme je vais dépasser le temps, je vais zapper la diapo limite et perspective. Et je dire juste un mot sur les effets albédo des couverts. Globalement, on a des albédos qui peuvent être très variables en Europe, des albédos de sol, et c'est lié au type de sol. Sur des sols calciques, on a des albédos de sol très clairs. Sur des sols comme les tchernozèmes, on a des albédos très, très faibles. Et donc, en fonction de l'albédo de départ du sol, selon si on met en place des couverts ou non, on va gagner ou non en termes d'albédo et donc avoir un effet refroidissant ou non sur le climat. Et donc, typiquement, si on met en place des couverts ici, on va avoir peu d'effets refroidissants, voire un effet contre-productif, donc réchauffant. Alors que si on met des couverts sur ces zones de sol très sombres, on va gagner fortement en albédo et avoir un effet très refroidissant sur le climat.
Et donc ça, pour pouvoir le quantifier, malheureusement, pour le moment, on n'a pas de produit albédo haute résolution, donc on s'en tient à des données type MODIS pour pouvoir le faire. Mais quoi qu'il en soit, la télédétection peut permettre de cartographier donc ces albédos du sol et de la végétation et quelque part de nous guider sur l'endroit où il faut mettre en place des couverts. Donc, on a mis en place tout un modèle, une chaîne de traitement en collaboration avec le CNRM qui s'appelle RFCC pour Radiative Forcing of Cover Crops. Je ne vais pas vous détailler la méthodologie, mais ça a permis donc d'établir des cartes de gains potentiels d'albédo liées à la mise en place des couverts intermédiaires. Là où c'est bleu clair, c'est là où en gros on peut avoir un effet refroidissant des couverts intermédiaires le plus important. Et quand on agrège ça au niveau national et qu'on convertit ça en équivalent CO2, on voit que c'est la France qui a le plus gros potentiel d'atténuation via la mise en œuvre des couverts intermédiaires avec ces effets albédo. Et c'est pas une paille parce qu'en fait, ces effets-là, intégrés sur 100 ans, ils sont 1,7 fois plus forts que l'effet de stockage carbone des couverts intermédiaires. Parce qu'au bout d'une quarantaine, cinquantaine d'années, les couverts ne permettent plus d'ajouter du carbone dans le sol. Il y a un effet de saturation, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais on atteint un nouvel équilibre au niveau du sol. Par contre, l'effet albédo se maintient tant qu'on maintient les couverts intermédiaires. Et donc, en combinant ces deux effets-là, on amplifie l'effet refroidissant et on l'amplifie encore par le fait qu'on réduit les flux de chaleur à la surface en augmentant l'évapotranspiration. Les perspectives, c'est d'étendre ce genre d'études à d'autres scénarios d'introduction des couverts intermédiaires, comme on l'a fait d'ailleurs dans l'étude 4 pour 1000 au niveau national, d'analyser les gains qu'on peut avoir avec des nouveaux cultivars de couverts intermédiaires qui ont un albédo très élevé. Donc, on a des marges de progrès considérables d'un point de vue atténuation par la sélection variétale. Et il y a un enjeu vraiment à développer des produits albédo haute résolution pour être plus précis dans les estimations de ces effets-là et aussi analyser l'impact d'autres pratiques, comme par exemple l'application de biochar sur les aspects atténuation du changement climatique. Et évidemment, il est indispensable d'intégrer l'ensemble des effets, flux de chaleur, albédo, effet stockage carbone et effet sur les émissions de gaz, pour avoir une vision plus précise et être dans des stratégies d'atténuation qui sont plus efficaces. Donc, c'est des choses qu'on commence à faire avec des collègues de Paris de l'Institut de Convergence Sealand. Donc, en conclusion, les couverts intermédiaires ont un fort potentiel d'atténuation du changement climatique. Maintenant, on le sait. C'est d'ailleurs le principal levier d'atténuation en grande culture pour stocker du carbone dans les sols français. Mais on a besoin de la télédétection vraiment pour quantifier et objectiver ces effets. Les travaux de cartographie de biomasse des couverts intermédiaires et de leurs effets sur le stockage carbone, ils n'en sont vraiment qu'à leur début. Il y a encore tout un travail à faire avec l'outil AgriCarbonéo qu'on va vous présenter parce qu'il y a une grande diversité de couverts intermédiaires et de cultures qu'il faut pouvoir simuler. Mais voilà, on a vraiment cette volonté de pouvoir impliquer différents types d'acteurs, que ce soit des laboratoires de recherche ou des acteurs du privé, pour nous aider à développer rapidement ce genre d'outils, ce genre d'approche, parce qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin, et donc dans ce contexte-là, on a demandé à ce qu'il y ait un CES dédié à l'étude des bilans carbone sur les cultures. Et jusqu'ici, il y avait peu de leviers, peu de connaissances concernant les leviers albédo, d'un point de vue atténuation de changement climatique. Et la détection a permis de révéler son importance en faisant une cartographie à l'échelle européenne. Mais on aurait besoin maintenant de développer des produits à plus haute résolution pour être plus précis sur nos estimations. Voilà, je vous remercie.